Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Bébé, Poncelin. Oui. Donc, je voulais te remercier déjà d'avoir accepté cette interview parce que c'est un super plaisir. Pour notre audience, j'ai préparé un petit pitch par rapport à tout ce que j'ai récolté comme information. Et je te propose de te le faire. Et puis, s'il y a des choses à rajouter, tu les rajoutes. Ok, trop bien. C'est ok? Ouais, Vas-y. Je suis chaud. Allez, go. Et du coup, j'ai noté que tu étais un grand amateur de Zelda, de Star Wars et de popcorn sucré, apparemment. Tu as fait tes débuts d'entrepreneur début 2018 en commençant par lancer un business dans la muscu et la nutrition pour les geeks qui veulent gagner en muscle et perdre du poids. Au bout de 6 mois, tu te rends compte que tu n'avais pas spécialement envie de creuser ce sujet. Et du coup, de ce que j'ai compris, c'est que ce business, il avait surtout pour but de savoir comment fonctionne un business en ligne en général. Alors, tu te tournes vers le marketing et les rouages du business en ligne. Et puis, dans ce milieu, dès le début, tu travailles avec des entrepreneurs très connus comme Romain Collignon, Antoine Pétavin ou encore Charlotte Apieto. La fameuse. La fameuse. Tu es le fondateur de Copy Rockstar, qui est the programme pour les entrepreneurs qui veulent faire plus d'argent avec leur liste email, mais pas que. Puisqu'aujourd'hui, ton entreprise s'oriente vers le fait d'aider les entrepreneurs à structurer leur business, vendre plus, tout en travaillant moins. Et ce qui fait la Touch PB, de ce que j'ai pu constater, la Touch PB Poncelin, c'est ta désinvolture et ton franc-parler. Est-ce que j'ai résumé le bonhomme? C'est un très très beau résumé, ouais, impeccable, franchement, rien à dire. Alors à désinvolture, je ne sais pas si c'est à moi d'en juger, mais franchement, ouais. Très très bien résumé, tu as super bien fait tes recherches. Ouais, j'ai enquêté. Est-ce que tu peux, avec 5 mots, compléter cette présentation? 5 mots qui te définissent. 5 mots, oui, c'est vrai. Ou que tu aimes bien. 5 mots que j'aime bien. Alors, il y a le mot, le premier qui me vient, c'est... Après, ils peuvent changer, c'est pas grave. Ils peuvent changer, parce que c'est qu'on en avait parlé, j'ai totalement oublié les mots que j'avais donnés. Mais il y en a un qui est important pour moi, c'est la mer. Et là, on l'a pas dans le champ, mais on a la vue mer à côté qui est quand même fantastique. Assez importante, ou en tout cas, c'est un truc qui est important dans ma vie. La liberté est une deuxième chose très importante où je veux pouvoir faire ce que je veux quand je veux et que j'ai personne qui me dise tu dois faire ça comme ça. C'est ce que je déteste. C'est pour ça que je fais plus de prestations parce que j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Un troisième mot qui me vient, c'est probablement, justement, j'y pensais parce que là, je suis en train de recruter une assistante et du coup, il fallait poser les valeurs de la boîte. Et il y en a une, c'est la rigueur. Je ne sais pas si je t'en avais parlé en amont ou pas, mais c'est quelque chose de très important en fait pour moi. C'est-à-dire qu'on peut être chill, on peut être là, désinvolte et tout, mais le travail est fait impeccablement et c'est pour ça qu'on se permet d'être désinvolte et d'être à la cool. C'est parce que derrière ça déroule. Donc la rigueur. Un quatrième mot. Il y avait mangé, de ce que je me souviens. Il y avait mangé. S'il y avait mangé. T'es un gourmand, en fait. Oui, j'aime beaucoup manger. C'est important pour moi. Mais surtout la bonne bouffe. Le bien vivre, quoi. Le bien vivre, quoi. Pas bouffer n'importe quoi. Des beaux endroits, des choses mijotées avec amour. Exactement. Passer du temps à table avec des gens cool, discuter avec en mangeant des bonnes choses, c'est un truc qui est important pour moi. Ça, c'est très très important. Okay. Et j'imagine que tu te souviens aussi du 5e, du coup. Il y avait marqué marketing. Oui, c'est un peu logique. Oui, c'est marketing parce que c'est moi ce qui me fait délirer depuis que je suis tout petit, même si quand j'étais tout petit, je ne m'en rendais pas forcément compte, mais bon, je regardais à la télé à 5h du mat ou 6h du mat, téléachat, parce qu'il n'y a rien de mieux à regarder. Et en fait, je me suis dit, mais quelles sont ces mécaniques qui font qu'à un moment donné, on peut plaire à des gens, on peut les convaincre, on peut... J'en étais pas encore là à 8 ans. Non, pas cette analyse. Mais en tout cas, il y a ce truc où derrière, c'est vraiment devenu, moi, ma passion aujourd'hui, le marketing, et il n'y a rien d'autre qui me passionne autant, à part peut-être parfois un peu Zelda. Mais vraiment, c'est sur le marketing que je peux passer ma vie à juste ne faire que ça. J'étais en vacances il y a 3 mois. J'ai dit, tu travailles pas. J'ai quand même fini par lire des bouquins sur le marketing. Oui, mais je trouve que c'est un sujet qui est quasiment sociologique, psychologique. Enfin, quand tu fais du marketing, finalement, tu étudies tout.
tout l'aspect humain en fait. Donc c'est passionnant, tu peux étudier les neurosciences, tu peux étudier plein de choses. Et puis tu as le marketing qui se fait de manière, on va dire, éthique, comme certains l'appellent. Et puis il y a des dérives et puis ça peut vite, ça peut partir des fois un petit peu... disons que chacun met sa limite. Où il veut, quoi. Ouais, voilà, tu mets une limite. Ok, merci pour ces 5 mots qui nous permettent d'aller un peu plus en profondeur dans le bonhomme. En ce qui nous concerne, notre rencontre, c'est Ornella, mon associée, qui t'a contacté parce qu'elle te suit depuis un moment. Du coup, je me suis dit, je vais m'intéresser aussi à PB. Et on t'a contacté pour intervenir dans notre Académie des formateurs innovants lors de la dernière promotion. Et moi, j'ai eu le plaisir du coup de découvrir un super contenu de qualité, un professionnalisme et un formateur super pédagogue. Merci. Même si on y va avec légèreté, comme tu dis, il y a cette rigueur et cette envie de transmettre aussi que j'ai noté chez toi. Ouais, et c'est vraiment canon, je vous l'aurais dit, c'est vraiment canon ce que vous avez fait. La gamification que vous avez fait ensuite, je l'ai envoyée à tous mes potes. Regarde ça, c'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Ouais, on s'est beaucoup amusé à le faire, on va en reparler, j'ai prévu une petite question par rapport à ça. Toi, pourquoi tu as décidé de devenir entrepreneur? On l'a dit, il y a le mot liberté, mais qu'est-ce qui fait que entrepreneur pour toi, c'est l'Eldorado, ou en tout cas quelque chose qui fait que tu sais que c'est là où tu vas aller et qui va t'épanouir? La toute première raison, c'est l'argent. Il n'y a pas autre chose. Et c'était même pas tellement de devenir entrepreneur. C'était, tiens, tu peux faire ça et faire de l'argent. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Et en fait, ça implique d'être entrepreneur. Mais je me suis jamais posé la question de dire, vas-y, je vais faire entrepreneur. C'est l'essence de ma vie. Et justement, je me disais plus, entrepreneur, t'es pas entrepreneur en fait. C'est pas ton métier. Déjà, moi, c'était plus au début, tu vas devenir freelance. Okay. Déjà, ça, c'était quelque chose. Mais parce que du coup, pour toi, la meilleure manière de faire de l'argent, c'est d'être entrepreneur. Aujourd'hui, oui. Ouais. En tout cas, la meilleure manière de faire de l'argent selon tes conditions et en bossant pas comme un acharné pour une grosse boîte, parce que tu peux faire de l'argent en faisant des tas de métiers, mais au prix de ta vie, et du coup, ça m'intéresse pas. La gestion du temps, le fait d'avoir du temps libre, c'est super important pour toi. Aujourd'hui, tu travailles combien d'heures à peu près Entre 5 heures sur les petites semaines et 20 heures par semaine. Là, la semaine dernière, j'ai fait 20 heures la semaine dernière. Et toutes les semaines qu'on précédait, on était sur une moyenne de 10 heures, je pense. Ça laisse du temps pour le reste. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est souvent ce qu'on entend quand on est entrepreneur, qu'il faut travailler pour avoir des résultats, évidemment. Enfin, je pense qu'au début, il y a quand même... Oui, au début, il y a besoin d'appuyer un peu sur l'accéléro et puis bûcher. Mais par contre, le penchant de ça, ce qu'on entend souvent, c'est que des entrepreneurs qui ont passé toute leur vie à bosser, mais comme des tarés, parce qu'ils ont eu la valeur travail en tête, en fait, finalement, ils ne savent plus faire autre chose, tu vois. Et comment j'occupe mon temps libre? Et limite, c'est un peu une peur et un manque, en fait. C'est clair. Ouais. C'est clair. Et même là, en bossant 10-20 heures par semaine, même moi, je ne sais pas trop comment occuper mon temps libre. Je cherche souvent des activités à faire, mais je me dis, non, je suis très bien chez moi à lire ou à passer du temps avec Charlotte, justement. Mais juste, les choses prennent plus de temps. Tu n'es pas en train de courir pour manger, tu n'es pas en train de courir pour faire du sport, tu n'es pas en train de courir pour prendre ton café. Et en fait, comme les choses s'étendent, finalement, tu te dis, ma semaine, elle n'est pas bien remplie, même si je n'ai pas foutu grand-chose. Mais c'est la slow life, quoi. On prend son temps pour faire tout, pour voyager. Quand tu vas quelque part, j'imagine que tu ne vas pas pour 2-3 jours, tu te prends 3 semaines pour prendre le temps de découvrir. Ouais. C'est ça. Après, parfois, ça peut être 2-3 jours parce qu'on n'a pas plus de temps. Là, par exemple, on va à Rome fin août sur 4 jours parce que c'était le créneau qu'on avait. Mais on n'y va pas pour être en mode vas-y, on va visiter Rome, on va se poser à Rome. Et puis voilà. Oui, et puis on verra bien ce qui s'y passe. Ouais. Ok. Pourquoi le copywriting? Pourquoi cet angle en fait? Je te l'ai posé parce que dans la pré-interview, parce que je me suis rendu compte que tu avais un caractère quand même assez extraverti. Et qu'en général, ce que j'ai pu voir des entrepreneurs extravertis, c'est qu'ils vont tout de suite vers la vidéo, vers les webinaires, etc. Tu vas prendre cet angle de je prends la parole en public. Et notamment, parce qu'on discutait juste avant, il y avait ce côté acteur ou en tout cas théâtral que tu aimais bien. Pourquoi du coup tu as pris cet angle du copywriting? Alors déjà, je suis pas du tout extraverti. Ah bon? Mais pas du tout. Devant la caméra, ça peut faire bien et tout. Tu me mets en société. Ouais. À moins que ce soit une société avec que mes potes ou 80% de mes potes, et là, ça va. Ouais.
sinon tu ne m'entends pas, tu ne me vois pas. C'est vrai. Ah oui, t'es plutôt timide social, quoi. Oui, quand et même introverti. Ah bon, moi, je suis mieux dans mon coin. Plus que timide, la timidité, non, ça va, ça a été un peu dépassé. Ouais. Mais il y a une introversion de non, moi, je préfère être tranquille dans un coin avec 1, 2, 3 personnes, on discute, on est bien, plutôt qu'on est là avec tout le monde, c'est la teuf. Ok, donc le copywriting, ça te permet d'avoir le temps, justement, on parlait de temps, de se poser sur les mots, c'est ça? C'est quoi? Non, c'est plus... le copywriting, ça s'est présenté en fait. J'avais le premier business et en fait, je veux dire par rapport à aujourd'hui ce que je fais, moi j'avais mon premier business donc Muscu Nutrition. Je m'étais intéressé justement à la partie copywriting parce que ça m'intéressait, cette partie écriture et vente et psychologie. Et en fait là, on m'a emmené sur le chemin du copywriting en me disant bah il va y avoir de l'attraction là-dessus, donc ça peut être intéressant que tu fasses ça. Ça faisait un moment que je me posais la question. Je me suis dit ok, je fais du copywriting et quand j'ai commencé ça, je me suis dit ah oui, t'es vraiment sur le business qui te correspond. En fait, le copywriting c'est ton truc. Et aujourd'hui, du coup, pourquoi c'est un gros angle sur ma marque personnelle et sur tout ce que je fais? Parce que c'est ce que je fais depuis 5 ans, c'est ce que je fais, j'imagine, pas trop mal du coup. Et ça reste pour moi, je veux dire, de toutes les compétences en vente, c'est celle-là qui est au cœur de la vente. C'est-à-dire que le copywriting, tu vas l'avoir même si tu fais du setting, du closing, si tu fais n'importe quel métier commercial, c'est du copywriting au bout du compte. Oui, puis il y a ce côté, enfin moi qui lis tes newsletters, etc., je trouve qu'il y a ce côté, t'écris presque une petite pièce, quoi, tu vois, t'écris une histoire aussi, et il y a même des angles, des fois, d'humoriste, quoi. Moi, je suis beaucoup d'humoristes. C'est très personnel, quoi. Et du coup, t'as des petites blagues qui arrivent, hop là, ah bah ouais, on l'attendait pas, celle-là. Et du coup, je comprends que tu sois allé là-dedans. Ok. Et ce que j'ai pu lire au niveau des humoristes, c'est du franc-parler, même beaucoup de vulgarité, j'ai envie de dire, de gros mots. Et on le dit beaucoup des femmes humoristes, que c'est un peu l'escalade. Je vois, j'aime beaucoup lire aussi les commentaires des gens, ça me fait un petit peu ma température sociologique, tu vois. Combien il y a de cons aujourd'hui? Et du coup, les commentaires, souvent, c'est « Ah ouais, mais c'est toujours encore plus vulgaire, etc. » Et il y a ce côté clivant, finalement, dans un langage, on va dire, châtié ou un peu plus, voilà, moins avec les codes de l'entrepreneuriat. Je vois, nous, déjà, avec Ornella, on écrit avec notre newsletter toute proprette, mais qu'on met juste du tutoiement. Des fois, on a des gens qui nous disent « Mais pour qui vous vous prenez? On n'a pas élevé les cochons ensemble, ça, je l'ai eu. » Tu vois, ce genre de choses. Est-ce que toi, du coup, qu'est-ce que ça te... Pourquoi cet angle? Et est-ce que, du coup, tu as ta boîte mail qui est remplie régulièrement de... Mais pour qui tu te prends? Alors, la boîte mail, jamais, mais j'ai pas beaucoup d'emails en même temps. Moi, j'ai 1500 personnes sur ma liste email, donc automatiquement, c'est vraiment des gens... Ils savent pourquoi ils viennent. Voilà, et 90% viennent des interviews. Donc, ils savent comment je parle, ils savent à peu près mon style, donc ils savent à quoi s'attendre, ils sont pas contents, ils se cassent. Pour l'instant, j'ai pas encore repris la pub. Je vais reprendre la pub. Là, par contre, il y a des chances que je me fasse pousser un petit peu plus. Mais c'est pas grave, ça fait partie du style. Et ceux qui aiment pas, ils partent. Et les autres, ils accrocheront plus avec cette familiarité. En fait. Moi, c'est plus une forme de familiarité que je veux créer avec la personne que d'utiliser du langage familier. Le langage familier, pourquoi j'utilise? Parce que je suis naturellement vulgaire. En fait, c'est ça, je le force pas. C'est la manière dont je parle. C'est vrai que souvent, Charlotte me dit classe. La manière dont je parle, effectivement, ça pourrait être un peu plus moins vulgaire, en fait, tout simplement. Parfois, j'essaye de le travailler. Et parfois, dans un email ou dans un post ou quoi, ça va se prêter. Soit parce que ça se prête parce que c'est comme ça que je parle et je vais pas dire d'autres mots que tel sujet, par exemple, je m'en branle parce que moi, je dis pas je m'en fous, je dis je m'en branle dans mon vocabulaire. Mais parfois, mettre une pointe de vulgarité dans une phrase, dans un email, va relever comme du sel ou comme du poivre piment, dans un coin. De la moutarde, tout ça. Ça relève Exactement. Un petit peu, ça permet de réveiller un peu la personne, quoi. Hop, ah oui, ok. Mais il ne faut pas que ce soit gratos non plus, c'est vraiment une question de rythme. Tu es sur un truc peut-être qui est soutenu ou qui est bien pendant un certain temps, et ensuite tu viens effectivement marquer ce choc, cette différence. Et un espèce de contrepoids qui tout à coup est vulgaire et peut rendre le tout drôle. Mais il faut que ce soit justement jaugé comme ça et pas juste être vulgaire pour être vulgaire et voilà. Du coup, par rapport à ton inspiration, par rapport à ça, par rapport à ce que tu lis, là tu nous expliques qu'en gros tu fais tes mails un peu comme tu parlerais en fait à une personne ou à moi là à ce moment. Mais est-ce que tu t'inspires de choses que tu lis? Est-ce qu'il y a des choses que tu regardes particulièrement?
des personnes que tu suis qui tu vois, je sais pas, en France, en Angleterre, aux États-Unis? De moins en moins. À mes débuts, oui, et c'est ce qui, je pense, a construit mon style, et c'est ce qui construit en fait le style de plein d'auteurs aussi, de plein de copywriters ou toute personne dans le business. C'était, je suivais pas mal de newsletters et je bouffais de la newsletter vraiment tous les jours. Dans ma première année, je faisais des emails tous les jours. Du coup, il fallait trouver quand même des idées. Donc pour ça, tu te nourris, et tu te nourris de ce type de personnes. Moi, je me souviens de quelqu'un qui s'appelle Laura Belgrec, qui est une américaine qui écrivait des sitcoms avant d'être copywriter. Et elle est excellente. Mais ça fait maintenant 2 ans que j'ai plus lu un email d'elle. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus tellement le temps de lire des emails. Enfin, c'est pas une question de temps, c'est plus une question d'envie de lire les emails d'autres personnes. Parce que maintenant, limite, tu protèges ton style, en fait. Tu veux pas te Même pas, c'est juste que j'ai la flemme de passer du temps à lire des emails. Soit je me concentre sur un sujet dont j'ai besoin, mais sinon, là, je vais trouver ça plus dans certains bouquins où il y a certaines personnes qui ont un style que j'aime bien, et des bouquins soit de non-fiction business, soit de fiction, où il y a des styles que j'aime bien et que je poursuis. Et après... c'est plus non, maintenant c'est plus une culture qui s'est créée parce que les stand-up sur Netflix, je les ai vus, j'ai un peu tout vu, et il n'y a pas trop de nouveautés, et même quand je vois des nouveautés, c'est moins bien qu'avant. Du coup, maintenant c'est plus avec moi et moi-même. Oui, et puis finalement les choses que tu rencontres avec ton audience et avec ce que tu vois. Parce que du coup, le coaching, t'en fais plus du coaching individuel, etc. Individuel, non. Pas, disons que c'est inclus maintenant dans mon mastermind, dans l'accompagnement de groupe que j'ai, mais du coaching individuel pur avec une seule personne sur un certain temps, c'est un truc que je fais plus. Mais par contre, du groupe, tu fais. Ouais. Donc du coup, ça permet de nourrir aussi les difficultés que ton audience rencontre. Ah, ça, c'est ça là-dessus que tu viens puiser. Ok. Par rapport au copywriting, est-ce que tu pourrais nous donner, pour les novices, on va dire, ou les gens qui auraient envie de s'y mettre au copywriting, quels sont les 3 conseils que tu donnerais pour bien s'engager là-dedans et pas faire des erreurs, peut-être, de débutant? Déjà comprendre, alors ça c'est un point 0, qui est que le copywriting, c'est pas de l'écriture mais de la vente avant d'être de l'écriture, donc ça va teinter tout le reste en fait. C'est ça qui est important à comprendre. Les gens ils disent c'est de l'écriture, c'est pour moi, c'est trop bien. Je vais raconter ma vie. Non, en fait, c'est de la vente, et voilà. Après tu vends comme tu veux, tu vois, avec différents styles si tu veux, mais c'est avant tout de la vente, et si t'es pas à l'aise avec la vente, tu seras pas à l'aise avec le copywriting, où tu feras des beaux textes qui font pas d'argent. Et ça sert à rien. Oui. Ou alors fais auteur, et c'est complètement ok de faire auteur, d'écrire des romans, si ce que t'aimes c'est écrire. Si ce que t'aimes c'est écrire et vendre, c'est mieux de faire du copywriting parce que ça fait plus d'argent. Maintenant, du coup, le premier conseil, c'est vraiment d'être clair. Moi, ça c'est l'erreur que je vois chez les entrepreneurs, chez les copywriters, c'est qu'on comprend pas ce qu'ils disent en fait. C'est que ils prennent des chemins détournés pour dire j'ai peut-être quelque chose à te vendre. C'est ça, ou alors c'est justement des tournées de phrases qui sont pas claires, c'est une offre qui est pas claire, voilà, à la fin on n'a pas compris quelque chose, le prospect ne comprend pas ce que tu lui proposes, du coup il n'achète pas. Et vraiment la mission numéro 1 de la personne qui fait du copywriting, c'est juste d'exprimer clairement une offre, pour qui elle est et pour quelle raison cette personne devrait acheter cette offre. En fait, c'est plus t'es clair, plus tu vas avoir la vente. Moins t'es clair, moins t'as la vente. Et c'est ça le plus important. Donc travailler d'abord son offre, à qui elle correspond, qu'est-ce qu'elle vient résoudre, etc. avant de se dire, moi je vais écrire des mails à raconter ma vie, mon œuvre. Et le communiquer clairement. C'est ça. Et donc l'un des pièges, c'est justement de prendre beaucoup de temps à se former là-dessus, mais pour être finalement un raconteur d'histoire, quoi. Je sais que ça intéresse des gens. T'en vois dans tes formations? Des raconteurs d'histoire, dans les formations, je pense pas, mais en même temps, je connais pas tous les clients des formations. Ils ont compris qu'ils venaient faire de la vente. mais je vois des gens qui sont là, spécialistes du storytelling. Et ça vend d'être spécialiste du storytelling, parce qu'il y a des gens qui vont se dire ah bah oui, ce dont j'ai besoin, c'est du storytelling. Alors que non, le storytelling, c'est juste un outil du copywriting qui est 10% du truc. Et c'est pas en ayant un super storytelling que les gens vont acheter chez toi. C'est en ayant une bonne offre et un super storytelling que les gens vont acheter chez toi. Mais après, tu peux nous raconter un truc génial et avoir une offre de merde. On veut pas acheter ton machin pour autant. Tu dis que du coup, le storytelling, c'est 10%. C'est quoi les autres pourcentages? 10-20%. Mais il y a d'autres, peut-être que je connais pas, il y a d'autres, on va dire, parties dans le copywriting qui prennent un angle spécifique, je sais pas. C'est dur de parler en termes de pourcentage, mais après, tu as les différents vraiment éléments du copywriting qui vont être, même si le storytelling est un élément de persuasion,
comment définir ça? Disons que le storytelling est une partie de la vente, mais ensuite c'est les désirs des gens, les frustrations des gens. D'accord, donc tu vas prendre tel ou tel angle quand tu vas écrire, tu vas te dire ok, ça va être... là je vais partir plus sur la frustration, là je vais partir plus sur le désir, ok. Tu prends des angles en fait pour amener... c'est un certain ordre des idées, tu vois, je parle de ton problème, je parle de tes frustrations, je parle de tes désirs, je te parle peut-être là de mon storytelling, de pourquoi moi je suis légitime pour t'aider, je te parle de la solution à tes problèmes et je te propose une offre. Le fameux With Me dont tu m'avais parlé. Oui, c'est ça, c'est la deuxième erreur que font les gens et un peu le conseil, c'est ce qu'on appelle le WeFM, le What's in it for me, où en gros les gens ils vont te dire achète mon truc, c'est trop bien, mais ils vont jamais te dire pourquoi tu devrais l'acheter toi, pourquoi c'est important pour toi. Regarde, c'est trop bien pour telle raison, viens que je te parle de mon offre, de mon produit, de moi, de ma vie, de mon œuvre, d'encore de mon produit et de mon produit. Oui. Mais alors qu'ils oublient que la première radio que les gens écoutent, qui veulent se connecter, c'est à leur propre vie finalement. Ouais. Exactement. Ce côté égoïste chez tout le monde, c'est normal. Tu vas pas, à moins d'être passionné par la personne, mais quand on est entrepreneur, on a rarement des fans qui sont à se dire mon Dieu, quand est-ce qu'elle va ouvrir la bouche ou il va ouvrir la bouche. Il y en a. Mais c'est pas avec ça que tu vas faire le maximum de ton business. Mais du coup, cette radio, elle est essentielle pour même... J'imagine peut-être au début des mails, en fait, c'est de se connecter, cette connexion. Tout le temps, à tout moment, t'es là pour parler aux gens de leurs problèmes, de leurs frustrations et de leurs désirs. Et de connecter ensuite ton offre avec ça. Mais le numéro 1, c'est les gens et ce qui les intéresse. Donc, ton conseil, ce serait peut-être même de commencer, ok, voilà ce qui, plutôt que de dire voici ce que j'ai pensé, voici moi, c'est directement faire une phrase qui va connecter la personne à pourquoi elle doit lire ce mail, déjà. C'est ça. La première chose, c'est pourquoi tu dois lire ce mail. Pourquoi toi, tu dois lire ce mail. Et pas pour servir mes intérêts, mais pour servir les tiens. En fait. On a parlé d'inspiration tout à l'heure. On a parlé aussi d'unicité en pré-interview. Qu'est-ce qui pour toi, qu'est-ce qui te rend unique? Comment on construit un peu, on se façonne ça? Parce que toi, tu as pris les angles dont on a parlé. Mais pour nos auditeurs, comment on peut, si on démarre son business ou à un moment donné, on s'est dit qu'on partait dans tel et tel chemin, mais qu'en fait, le marché, on se dit, waouh, il y a déjà tout ce monde. Comment je me rends unique aux yeux de mes clients, par exemple? C'est une question compliquée. Oui. Comment tu te rends unique? Déjà, tu es toi-même et tu es unique par nature. Bien évidemment, il y a certains points sur lesquels, si on prend l'aspect personal branding, si on prend juste cet aspect-là, personal branding, il y a certains points sur lesquels tu vas appuyer, d'autres sur lesquels tu ne vas pas appuyer. Des éléments qui sont importants pour toi, juste pour que les gens connectent. Moi, il y a Zelda, il y a le Comté, il y a tous ces petits éléments où, ok, ça me rend un peu unique sur le marché parce qu'il n'y a pas d'autres mecs apparemment qui fait du copywriting, qui aiment Zelda et manger du Comté et regarder la mer. Bref, tous ces petits éléments que je vais mettre en avant qui vont définir, tiens, PB, c'est tel truc. Ok. Donc pas hésiter en fait à parler de justement qu'est-ce qui te rend, ta vie personnelle, limite qui s'insère dedans en fait finalement. Et en fait, c'est souvent une recette. Déjà, si tu veux vraiment la recette en 3 étapes pour trouver ton unicité, avant de rentrer sur j'aime le Comté, machin chouette, c'est ton expertise, quelque chose qui est important pour toi, une passion ou quelque chose qui n'a rien à voir avec ton expertise mais que tu as à cœur. Tu as envie de creuser dedans, en tout cas, ça va te rendre un peu plus expert du sujet. C'est ça. Et tu peux mélanger ça à un 3e élément qui est un autre truc qui te passionne. En fait. Déjà, ces 3 éléments, ton expertise et 2 trucs complémentaires qui n'ont rien à voir mais que t'aimes, ça suffit déjà de différencier de beaucoup de choses parce que par exemple, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui parlent aussi de philo et peut-être de relations. Telle personne, c'est la personne qui est entrepreneur et qui est marketeur, peu importe, et qui parle aussi de relations et de philo et c'est vachement intéressant. Sans que ce soit pour autant son métier de base si c'est marketeur. Déjà, ça peut créer une différenciation. Et après, c'est un peu la phrase « sois toi-même », mais effectivement, juste sois toi-même. Mais sois toi-même, mais parle-en surtout. C'est ça, c'est de parler justement de ce qui fait que toi, tu es différent par rapport à juste l'expérience et la vie que tu as. Et c'est comme ça, moi j'ai aussi, à travers, parce que ça fait 7 ans maintenant que Press Effect existe, et c'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure, je me suis dit, parce que je suis un peu, tu as l'air curieux aussi, toi tu t'intéresses à plein de choses, j'adore m'intéresser, regarder des choses, apprendre des choses. Et je me suis dit, tiens, il y a le graphisme, parce que c'est ma formation d'origine. Et puis après, je me suis dit, tiens, les jeux, c'est bien aussi, parce que j'en fais plein, des jeux de société à la maison. Et du coup, après, tu vois, et la pédagogie, oui, j'aime bien expliquer les trucs. Et puis, voilà, et le marketing. Et du coup, tu prends chaque pièce et puis tu les assembles et ça peut faire des chocs à pic. Exactement. Il y a une erreur, en fait, que beaucoup de gens font aussi,
par rapport à peut-être la personnalité dans des emails, là, en vidéo, où moi, j'ai pas été comme ça toute ma vie, en fait. Il y a 5 ans, j'aurais pas du tout été à l'aise là. Et en fait, il y a des personnes qui sont là, oui, mais moi, je suis chiant, je parle pas beaucoup, je suis introverti, et toutes ces excuses complètement bidons, en fait, pour pas faire les choses et pas évoluer. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ces compétences, un petit peu aussi d'aisance orale, de communication, ça s'apprend. Moi, je suis pas né avec, je les ai apprises là sur les 5 dernières années, soit en imitant des gens avec qui j'ai travaillé, soit en suivant des formations. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui, en fait. Donc, faut pas non plus se dire, oui, mais moi, ma personnalité est comme ça. Non, ça évolue, en fait. Ah oui, c'est pas figé, heureusement. C'est ça. On n'est pas prédestiné. J'écoutais une interview de David Laroche là-dessus, qui lui était un grand timide avant, hyper introverti, mal dans sa peau, etc. Et il avait l'impression qu'on lui avait collé l'étiquette et puis c'était fini. Ouais. Moi aussi, par exemple, quand j'étais plus jeune, on ne pourrait pas dire comme ça, mais j'étais assez timide. En société, je détestais m'afficher, prendre la parole, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé. Au début, c'est vrai que ça fait un peu mal, ça pique. Ouais. Parce que clairement, faire des webinaires, par exemple, à la suite de mon premier webinaire, moi, je m'étais mise à pleurer tellement j'étais, tu vois, tétanisée. Mais une fois que tu t'es un peu piqué, que ça a fait mal, bah, tu y vas, tu y retournes. Toi, ça a été un peu ça des fois. Enfin, dans le copywriting, bon, pas trop, mais peut-être quand, je sais pas, des interviews, quels sont les moments où tu as été le plus en difficulté en tant qu'entrepreneur ? C'est une bonne question. Les interviews, les premières étaient à chier, mais j'étais pas non plus 100% mal à l'aise. Mais il y a eu avant la partie un peu justement travail de comédien, toutes ces choses-là, où là, ça a été très très difficile. Ouais. C'était beaucoup plus compliqué au début. Et après, c'est aussi en faisant des trucs qui font peur, en fait. C'est moi, un de mes premiers clients, j'ai chopé juste en allant le voir. Et juste cette partie-là me faisait peur, en fait. Ouais. Mais j'ai dit, contacter quelqu'un et lui vendre quelque chose, ça veut dire déjà avoir confiance sur le fait que ce que tu sais faire a de la valeur. Et qu'ensuite, il y a quelqu'un qui va devoir payer pour ça. C'est ça. Ouais. Et ça fait peur. Ouais. Mais en fait, tant que tu ne l'as pas fait, que tu n'as pas affronté le truc, tu n'évolueras pas, quoi. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses que tu as mis en place dans ton business, et notamment pour capter des leads. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de notamment Pensée Opposée, et puis ton Telegram, et puis autre chose que tu fais pour développer cette liste email ou tes contacts? La Pensée Opposée, c'est du coup le nom de ma newsletter qui m'est venu juste un matin. Je me suis dit, tiens, je vais appeler ça La Pensée Opposée. J'ai testé un positionnement, ça a bien pris. J'ai dit, vas-y, on va avancer là-dessus. Et en fait, ça s'éloigne un petit peu quand même de Copy Rockstars. Et justement, tu disais au début que maintenant, j'aide plus les entrepreneurs à développer l'entreprise. Je pense que là, je vais arriver à un terme d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, à scinder vraiment 2 entreprises. Et ça permet d'avoir une entreprise qui est revendable. Et ça c'est top. Même si c'est peut-être pas le but à terme, mais c'est toujours bien d'avoir une entreprise qui peut tourner sans toi. Bref, c'est un autre sujet. Le sujet du coup sur lequel on était, c'était la Pensée Opposée. Donc ça, c'était un peu un test, ça a pris, c'est cool. C'était un peu un endroit où moi, je pouvais m'exprimer. Mais l'idée, c'est de moi toujours avoir, en fait, que ce soit chez Copy Rockstars ou maintenant chez PB Poncelin, une liste email et juste pour faire en sorte que les gens s'inscrivent pour les emails et pour rien d'autre, en fait. Puisque donc capturer du lead, capturer des prospects, souvent les gens vont dire faut faire un lead magnet. Pourquoi pas? Même si moi je suis vraiment pas friand du lead magnet type e-book, type les PDF qui prennent la poussière sur le disque dur. Peut-être sur des marchés peu développés, peu adressés, tu vois, genre je sais pas, les gens qui veulent, je pense à des gens qui veulent peut-être ouvrir des micro-crèches, ils ont jamais vu un e-book de leur life, ils vont dire waouh, c'est trop bien. Maintenant le reste, le reste du monde, c'est bon. Pas ouf. Surtout les gens qui se prennent beaucoup de marketing dans la tronche. Moi, j'ai pas envie de leur faire un énième PDF qui va rester au fond de leur ordi. Donc moi, c'est tu t'inscris pour recevoir mes emails et c'est ça qui m'intéresse. Oui, puis en plus, toi, c'est le cœur du métier. Donc du coup, on a par curiosité envie d'aller voir comment tu tournes tes mails, etc. Donc c'est de la formation, de la méta-formation, quoi. Ouais. Mais je recommande ça même à d'autres personnes sur d'autres marchés différents. Okay. L'idée, c'est, tu rejoins mes emails et là, en fait, tes emails ont une proposition de valeur. C'est voilà ma promesse, voilà ce qui va se passer dedans. C'est une offre, en fait. Okay. C'est une offre gratuite, mais c'est une offre. Mais là, du coup, les gens, ils viennent surtout... toi, tu es copywriter, donc forcément, on se dit, j'ai envie de voir comment il écrit, j'ai envie de voir comment, au fur et à mesure des newsletters, il va s'y prendre pour me garder en haleine, etc.
quand on n'est pas un copywriter, mais qu'on propose une newsletter, il y a plein de gens, et nous on le voit dans les business, qui disent ouais, bon, une newsletter elle n'est pas ouverte, etc. Comment on prend un angle qui fait que les gens ils se disent non mais moi je vais pas rater ça en fait? On fait des bons emails déjà, on se forme au copywriting sans vouloir faire du PB pour autant, tu vois, mais on fait des bons emails. En tout cas des emails qui vont intéresser notre cible et dans laquelle effectivement ils vont passer un bon moment, ils vont apprendre quelque chose avec toi, ils vont être éduqués sur leurs problèmes et en plus ils vont passer un bon moment. Ça c'est le meilleur moyen de faire des emails que les gens vont vouloir continuer à lire parce qu'ils vont kiffer, ils vont se dire ah putain c'est un peu mon petit moment cool. Et ensuite on leur fait vraiment une proposition de valeur de si tu rejoins mes emails, voilà ce que moi je vais te partager, voilà ce que je vais t'apprendre, voilà ce que je vais t'enseigner et à partir de là ça continue. Mais après ça c'est vraiment moi qui suis capitaine email. Tu peux derrière avoir d'autres moyens de transformer les gens, du coup, n'importe qui en adresse email sur ta liste, en faisant ne serait-ce que soit une vidéo de formation gratuite type ce qu'on appelle les VSL, les vidéos newsletters, qui sont pas mal pour ça. Au moins, t'en envoies plusieurs pendant un certain temps, etc. Ah non, juste une vidéo. Tu fais de la pub, inscris-toi pour recevoir telle vidéo, tac, tu présentes ton offre et après tu rentres dans les emails. C'est un modèle. Ouais. Mais au moins, déjà, tu n'es pas sur un PDF claqué qui va rester au fond du disque dur. Ok. Et après, par rapport au canal Telegram, ça, c'est encore autre chose. Moi, mon objectif, c'est de transformer le plus rapidement possible mes prospects en clients. Et le canal Telegram aurait pu être gratuit. Tu vois, je prends celui de Charlotte Apieto. Il est gratuit et elle envoie tous les jours plein de valeurs. Et moi, ça me fait péter un plomb parce que donner ça gratuitement, je me dis, dommage. Mais, ça pourrait se valoriser. Mais en même temps, derrière, ça lui permet de faire des ventes et ça, c'est top. Ça, c'est un peu nos deux politiques un peu différentes. Où moi, je me dis, même moi, il est que à 5 € mon canal Telegram, à vie. Mais en fait, quand tu rentres dedans, j'ai déjà eu ta carte bleue et tu payes pour avoir l'information, donc tu vas en faire quelque chose. C'est ça. C'est ça où, pour moi, le contenu gratuit, les gens se disent, c'est vachement intéressant, mais ils vont jamais rien en faire. Moi, à partir du moment où tu as payé quelque chose, tu vas plus en faire quelque chose et c'est pour ça que je l'ai rendu payant. Et puis quand tu payes, tu commences déjà à accorder du crédit et de la confiance à la personne. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui ton ressenti par rapport à l'infoprenariat aujourd'hui? Qu'est-ce qui te met en colère dans ce milieu? Comment tu le perçois et qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a plusieurs choses. Ce qui me met en colère, on va en parler dans un instant. Je vois une petite boucle, mais avant, ce milieu, il a quand même explosé là depuis 2 ans, on va dire. Même si par exemple en 2024, donc depuis 3 ans. Depuis le Covid, quoi. À peu près depuis le Covid. En 2020, les gens ont découvert, ils ont dit c'est trop bien. En 2021, tout le monde était là. En 2024, c'est devenu super saturé sur beaucoup de marchés. Pas tous, il y a encore des marchés complètement inexplorés. Là, j'ai une pote qui a lancé un business sur des... Alors, je ne vais pas le dire publiquement parce que sinon, tout le monde va vouloir faire le même business. Mais des gens qui ne sont pas du tout ciblés pour faire un métier en demande, pas du tout ciblé non plus. Et je ne parle pas des copywriters, des setters et tous ces métiers qui sont à la mode dans les pubs aujourd'hui. Vraiment un truc niche de ouf. Et elle cartonne en faisant des pubs basiques, avec un message basique, mais juste, marché peu adressé, ça fonctionne. Maintenant, le reste du marché est quand même de plus en plus saturé, il y a de plus en plus de monde. Tu vois, là, sur les réseaux sociaux, c'est devenu une galère d'avoir du reach parce que tout le monde poste. Normal. Ce qui fait que pour ça, le marché est en train de se tendre, en tout cas a atteint un niveau de maturité supérieur où là, tu peux plus juste dire aux gens, achète mon offre, ça va être trop bien. Il faut avoir un meilleur copywriting, il faut avoir des meilleures offres, il faut mieux les communiquer et mieux se différencier. Et puis il y a plus de monde et juste il faut faire les choses mieux. Est-ce que tu n'as pas l'impression que justement après le Covid, il y a plus de monde parce que tout le monde s'est dit c'est le nouvel Eldorado, si lui il peut être riche ou machin ou truc. C'est comme si c'était la fée web qui peut te sortir de ton boulot, qui t'ennuie, qui peut te rassurer sur le fait que tu n'es peut-être pas une grosse retraite, qui... tu vois, c'est un peu la recette miracle à peut-être des problématiques sociologiques, conjoncturelles, mais qui peuvent s'essouffler à un moment donné parce que tu dois en voir passer dans tes formations, on en voit passer aussi des gens qui, quasiment, ils n'ont rien à faire là, en fait. Oui. Ça va être... Alors, il y en a, ils prennent le truc à bras-le-corps, ils y vont et tu n'aurais pas parié un centime, mais ils le font. C'est un peu deux sujets. Effectivement, il y en a qui ont rien à foutre là et c'est OK. Même si quand tu achètes une formation, tu as quand même appris des trucs. Donc moi, je me dis, tu es toujours gagnant quand tu as appris quelque chose, en fait. Oui. Maintenant, sur le fait que, pour moi, c'est juste une tendance de marché normale
d'avoir de plus en plus de gens dedans. Tu vois, on a inventé. Est-ce que tu penses que ça va se désengorger justement par rapport à ça, ou ça va enlever les doux rêveurs et garder que les professionnels? Et les doux rêveurs, de toute façon, ils vont pas faire d'argent. Les professionnels, il y en aura toujours de plus en plus. Et ça va devenir un marché plus concurrentiel, comme n'importe quel marché. Le marché automobile, il n'y a pas de voitures, il y a eu des voitures. Et il y a eu 15 marques de voitures, et pareil pour les pneus, et pareil pour à peu près tout. Ça finit toujours par c'est un peu comme l'IA, là. Il y avait ChatGPT, puis après il y a eu une avalanche qui est tombée sur la tête. Quoi. Donc ça, pour moi, c'est le chemin normal d'un marché qui est en émergence et qui a de l'attraction. Maintenant, je vois, il y a énormément de gens qui font des formations, où à la fin de la formation, ils disent « Ok, j'ai compris que ça, c'était pas pour moi, mais j'en ai tiré des choses. » Et voilà, au moins leur vie évolue. A posteriori. Ils prennent un pivot et au moins, il y a des regrets qui n'existeront pas. C'est ça. Et après, de toute façon, le business, c'est pas un jeu de celui qui gagne le plus, c'est pour moi vraiment un jeu de celui qui dure le plus longtemps. Les gens qui étaient là quand je me suis lancé en 2018, il y en a au moins 50% des top players qui n'existent plus aujourd'hui. Bah oui, ça fait un peu le tri. Et puis, il y a ceux qui sont persévérants, qui prennent le temps de construire un business, j'ai envie de dire, stable et serein, finalement. En général, plus ça pète tôt et vite, plus ça disparaît vite. Bon, il n'y a pas de... c'est pas une vérité 100% générale, mais plus ça va péter vite, plus ça va disparaître vite. Ou si ça pète jamais, c'est que... Ou si ça pète jamais, c'est que c'est pas le bon truc. Mais c'est sûr qu'il y en a plein qui vont arrêter, il y en a plein qui cartonnent, qui finissent par arrêter, mais pour des tas de raisons, que ce soit le business qui marche plus, mais aussi, écoute, finalement, moi, ça me fait chier de faire ça. Je me retrouve mieux dans le fait de faire de l'immobilier et qu'on voit pas ma tête. Et la personne part faire autre chose. En fait, il y a aussi toujours des places qui se font. Et c'est pas un problème. Qu'est-ce qui t'énerve du coup dans ce milieu de l'entrepreneuriat? Il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Allez, allonge-toi, on va en parler. Ce qui m'énerve, c'est déjà les gens qui mentent en fait dans leur marketing. Tu vois, ça me fait péter un plomb. Il y en a beaucoup. Il y a du bullshit. Il y a beaucoup de bullshit. Il y a certains niveaux de bullshit où parfois t'arranges un peu la vérité et parfois juste tu mens. Moi, quand je vois certains de mes concurrents qui disent écoute, je suis telle personne, je suis copywriter numéro 1 en France. Je dis, copywriter numéro 1 de rien du tout. Je connais des dizaines de mecs qui te mettent à l'amende dont je fais même pas partie du tout. Mais voilà, les copywriters numéro 1 en France, crois-moi mec, c'est pas toi. Je le saurais. Non, clairement. Donc ça, c'est un premier truc, c'est mentir vraiment de cette façon, mentir aussi dans les promesses, où il y a des gens qui disent ouais, c'est grâce à telle compétence, grâce au setting ou grâce au copywriting. Moi, je connais bien le marché du copywriting. Grâce au copywriting, je fais 100 000 euros par mois. Finalement, c'est faux. C'est faux. Disons que la personne vend ça à des copywriters, mais en fait, tu fais pas 100 000 euros par mois avec le copywriting, tu fais 100 000 euros par mois en vendant des formations en copywriting. Et la différence est quand même assez énorme, parce que le métier de copywriter et le métier de formateur en copywriting sont deux choses très très différentes. Et ça, c'est le cas sur beaucoup d'autres marchés. Tu vois, grâce au setting ou grâce au closing, je fais plein d'argent. Non, grâce à tes formations en closing, tu fais plein d'argent. Grâce à l'e-commerce, je fais plein d'argent. Non, tu fais de l'argent grâce à tes formations e-commerce. Et c'est OK, tu vois. Oui. Mais juste dis-le. Il faut le dire. C'est cette espèce d'honnêteté. Et puis quand tu fais ça, en fait, il faut te rendre compte que tu fais pas mal qu'à des personnes que tu vas faire rêver ou à qui tu vas mentir. C'est que tu fais mal à tout un marché, en fait, finalement. C'est surtout que tu fais mal à un marché, parce qu'après, tu perds la confiance des gens. Et ça, c'est un problème. Après, il y a un bon côté aux vendeurs de rêve qui fait que grâce à eux, il y a des gens qui se lancent. Et ça, c'est bien parce que ça crée des marchés, ça crée des opportunités aussi pour ces gens-là. Moi, ça me fait aussi des clients, je vais pas mentir. Mais derrière, effectivement, ça fait du mal, du mal au marché, où tu as un marché qui est plus mal vu, où tout le monde devient un vendeur de rêve finalement, et dans la tête des gens. Et ça, effectivement, ça parce ça peut pas être une vérité en soi et perdurer à vitam aeternam, je pense. C'est ça. À un moment donné, il faut faire ses preuves et puis il faut avancer, quoi. Par rapport à justement au fait d'avancer, sortir, on va parler un peu sortir des sentiers battus et de l'innovation. Qu'est-ce que dans l'entrepreneuriat tu préconises par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses de l'innovation et de sortir des sentiers battus? Sortir des sentiers battus, c'est très bien. Il faut faire ça. Mais il faut sortir des sentiers battus quand tu as de l'argent. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas d'argent, que tu es là en train de te lancer et que tu testes un business, c'est pas le moment d'être très innovant. C'est le moment de prendre quelque chose qui marche et de le faire à ta sauce, ou prendre, tu sais, c'est par exemple, telle catégorie de gens achètent telle solution, enfin ont tel problème, et il y a ces solutions sur le marché. Ok, tu prends la catégorie de gens, tu prends le problème, tu proposes une solution qui va être soit différente, soit potentiellement meilleure que celle des concurrents, mais au moins tu semi-copie-colle, quoi. C'est en apportant ta touch, mais en ayant quand même quelque chose qui a fait ses preuves et
où la personne ne se dit pas, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? Exactement. Ouais, parce que tu as moins de crédibilité. Même au-delà de la crédibilité, c'est avant d'essayer d'inventer la roue, commence par faire une roue qui roule. Et ensuite, quand tu auras de l'argent, tu innoveras. Évidemment, tu vas pas copier-coller quelqu'un parce que ça sert à rien, parce qu'autant aller chez la personne d'origine. Mais tu vas prendre le même marché, une solution probablement similaire à ta sauce, avec un positionnement un peu différent. Et voilà, pour un marché qui achète et une solution que les gens achètent. Tu reprends déjà ça. Une fois que tu as ça, c'est là que tu innoves. C'est là que tu te dis, bah ok, nous on voit finalement chez ces gens-là qu'il y a tel problème, mais qu'il est mal résolu par telle solution. Du coup, on va peut-être le résoudre comme ça. Et c'est là que tu atteins une certaine innovation. Et bah, normalement, à partir du moment où déjà tu en es là, c'est que tu fais de l'argent avec ton marché et où tu peux te dire, bah voilà comment j'améliore les choses, voilà ce qu'on peut proposer, voilà comment on peut innover et voilà comment on peut prendre des risques. Parce que maintenant que tu as de la thune sur ton compte en banque, bah, tu peux prendre des risques. Oui, tu te mets pas en danger. C'est ça, exactement. Mais surtout pas faire ça quand tu débutes, parce que quand tu débutes, tu as besoin d'argent vite. En fait. Donc prends des trucs qui marchent et vends-les. Ok. Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue sur la responsabilité de l'apprenant versus ou avec celle du formateur dans les formations? On en parle souvent de ça, de la responsabilité déjà du formateur, parce que les gens se disent « Ah ouais, bah du coup ils vendent des formations, ils en ont rien à foutre derrière ». La responsabilité du formateur, c'est une première chose qui est le formateur, lui, il est censé te donner tous les moyens d'atteindre ton objectif. Mais il est censé te donner les moyens informationnels, on va dire, les informations pour atteindre, et aussi l'accompagnement nécessaire pour atteindre cet objectif. Et c'est dans souvent l'accompagnement que tu peux toujours un peu améliorer les choses. Mais en gros, l'idée, c'est d'accompagner au maximum la personne pour qu'elle puisse avoir les résultats. Le but n'est pas forcément de faire à sa place non plus, parce que ça s'appelle la prestation de service, c'est un autre tarif, ça existe aussi, hein. Mais 10 000 balles dans une agence marketing, ils peuvent te créer un business. Maintenant, tu n'as peut-être pas 10 000 balles ou 20 000 balles, peu importe. Ça, c'est la responsabilité du coup du formateur. En gros, il peut t'amener à la rivière, mais au bout d'un moment, il ne peut pas te forcer à boire, il faut que tu fasses les actions. Et c'est là qu'on bascule sur la responsabilité de l'apprenant qui doit faire les actions. Donc toi, en tant que formateur, tu dois faire en sorte de mettre en place tout ce qu'il faut pour que la personne fasse les actions. Mais ensuite, c'est à la personne de faire les actions. Et après, moi, je suis un peu plus nuancé au bout d'un moment, on n'est pas vos mères. S'il faut qu'on fasse tout à votre place, vous êtes aussi censés être des entrepreneurs. Tu vois, c'est quand même ça le principe du truc. C'est-à-dire, au bout d'un moment, démerdez-vous aussi. Je veux dire, je suis pas là pour cliquer à votre place sur faire une adresse Gmail. En fait, tu apprends, tu cherches tout seul. Parce que si on commence à faire des assistés, et jamais ils auront un business qui tient la route, en fait. Ça, c'est moi où je nuance un peu plus ce truc-là, de leur donner tous les moyens pour avoir les résultats et pour qu'ils fassent les actions. Mais si derrière, il faut que tu viennes confirmer chaque action qu'ils vont faire, bah, ça fait des débiles et pas des entrepreneurs. Et limite, tu as une responsabilité en tant que formateur de créer des gens qui sont indépendants aussi. Et une manière de fonctionner. Tu leur apportes des compétences, donc il va falloir qu'ils vont réutiliser. Et s'ils ont besoin qu'on les valide et qu'on les tamponne à chaque fois, c'est un petit peu compliqué. Et c'est à eux de se prendre en charge et de faire les actions. Et aussi d'un peu utiliser leur cerveau, quoi. Alors chez Presse Effect, nous on utilise le jeu pour faire passer à l'action. Bah, tu l'as vu, on en parlait tout à l'heure un petit peu de ton jeu. Est-ce que tu peux nous en parler de ce cadeau qu'on t'a fait à la suite de l'atelier et de la masterclass que tu as donné dans l'académie? Ouais, c'était trop bien. En gros, vous avez repris plusieurs éléments de la masterclass que vous avez découpés pour la mettre dans un environnement Zelda ultra charmé. Et en gros, tu cliques sur un endroit, je crois que si je dis pas de conneries, où il y a la masterclass, ensuite tu cliques sur un endroit et tu as une question. Il y a des quiz, ouais. Tu as un quiz, tu réponds, tu gagnes des cœurs ou des rubis, je crois. Des rubis, hein. Après, c'est pas l'expert, c'est ce que fait Link, c'est cette espèce de petits diamants. Moi, tu chopes des rubis et à la fin, bah, tu finis le niveau, en gros, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et il y a le côté aussi où on découpe, justement, c'est une masterclass, c'est ce qu'on peut voir notamment chez pas mal d'entrepreneurs, notamment les bonus. Vous avez un bonus, un atelier que j'ai tourné avant, machin, patin, couffin. Et le problème avec ça, et nous on l'entend souvent avec Ornella dans les formations, accompagnement de nos clients, c'est qu'ils disent c'est super intéressant, mais là j'avais juste pas, la manière où je me suis dit il faut que je mette 2 heures ou 1h30 à suivre ce truc, ça les démotive un peu en fait quand ils arrivent sur le truc. D'ailleurs tu m'en avais parlé un peu en pré-interview, tu m'as dit oui, il y a des fois je suis arrivée sur des formations où on commence. C'est indigeste. En fait, il y a différentes il y a différents publics pour les formations. Il y a les gros débutants, grands débutants, qui se lancent. Et là, tu peux leur mettre une formation de 15 heures. Ça va être très bien parce qu'ils ont que ça à foutre. Et encore, s'ils ont un taf en parallèle, ils ont peut-être pas que ça à foutre. Mais
Ceux-là, plus ils ont de contenu, plus ils sont contents. Oui, ils mangent pour commencer à réfléchir. Ensuite, plus tu avances et plus potentiellement tu fais de l'argent, moins tu as de temps, ou en tout cas moins tu as envie d'utiliser du temps à regarder de la formation. Ce qui fait que lorsque tu achètes une formation et qu'on te propose une formation de 10 heures avec module 1, introduction, 1 heure de vidéo, moi je m'arrête au module 1, introduction, 1 heure de vidéo. Moi je veux qu'on me dise, écoute, voilà, tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça, qu'on élimine la théorie. C'est nous ce qu'on fait chez Copywriter, justement, on élimine la théorie, on déroule le process. On n'est pas là pour t'apprendre des choses, on est là pour t'apprendre à faire des choses. Et ça, effectivement, tout dépend du public à qui tu t'adresses. Mais en vrai, plus c'est succinct et spécifique, mieux c'est, quoi. Et dans le jeu qu'on t'a partagé avec cet environnement, tu trouves que ça te donne envie de découvrir ce contenu ? Davantage, ouais. Déjà, après, c'est sûr que moi, la masterclass dure 1 heure, mais après, vous l'avez découpé d'une manière où déjà, c'est plus digeste parce qu'on va aller choper une information, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Donc, au pire, on se tape pas tout. Et après, le quiz pour valider ça tient aussi la route. Et là, on a envie d'aller voir ce qui s'y passe aussi, quoi. Merci pour ton retour. C'est une question qui nous est posée très régulièrement par notre communauté et pour cause, parce que j'ai l'impression qu'il y en a une qui est créée quasiment toutes les semaines. Les plateformes d'hébergement de formation, j'ai envie de dire aussi d'animation de communauté. Nous, on a fait beaucoup de veille avec Ornella et tu avais envie de quelque chose qui aille vers la gamification. C'est pour ça qu'on utilise par exemple aujourd'hui une plateforme comme Experienceify, qui permet vraiment de gamifier l'entièreté de l'expérience client en formation. Toi, tu utilises quoi comme outil ? Moi, j'utilise Kajabi. Ok. Et pour les outils, c'est pas tant quel est le meilleur, mais quel est celui qui répond le plus à tes besoins, en fait. Et tu t'es dirigé vers Kajabi par le conseil d'un autre entrepreneur ou J'avais un pote qui était chez Kajabi, il m'a dit franchement c'est pas mal. Les autres options pour moi que je connaissais, c'était ClickFunnels, et ClickFunnels c'est vraiment de la merde. En France, ClickFunnels si tu nous regardes. Pour les Américains c'est bien, mais quand t'es en France c'est niqué pour plein de raisons. Et j'ai travaillé dessus, donc je sais quel point c'est chiant. Et Kajabi se présentait bien, je me suis dit ok, est-ce qu'il y a toutes ces options là? Oui, l'espace membre je le trouvais beau et c'était important pour moi d'avoir un bel espace membre et pas un truc pété, basique, pardon Podia, mais comme Podia. Podia, super plateforme si t'as pas beaucoup de budget, mais c'est pas des espaces membres super jolis, quoi. Ok. Je t'ai entendu parler de Circle justement par rapport à l'espace membre. T'en es revenu de ça ou... Circle est cool, mais Circle c'est pas non plus un espace vraiment de formation. C'est avant tout un espace de communauté dans lequel tu peux mettre des formations. Donc pareil, l'ergonomie, ouais c'est ça, au niveau de l'espace formation est pas dingue. Où nous vraiment Kajabi c'est ce qui permettait d'avoir un truc clean, léché, bien organisé. Et aussi je voyais du potentiel à l'époque où je l'ai pris parce qu'ils étaient censés pouvoir lancer une partie communauté. Ils avaient lancé une partie communauté, mais elle était un peu naze et pour le coup, ça, Circle reste le meilleur sur cet aspect. Donc, tu recommanderais plutôt Kajabi, mais peut-être enfin, tu sais que tu mets un budget, tu m'avais parlé de 200 € par mois. Ouais, c'est un budget. C'est pour ça dépend vraiment des objectifs de la personne. C'est si t'as pas beaucoup de budget et que tu veux un truc qui fait le taf et monter tes tunnels, tu prends System.io pour moi. Nous aujourd'hui on gère le business avec plusieurs. On a pris par exemple MailerLite pour gérer les mails parce que ça marche super bien. On a pris System.io parce qu'au niveau des pages, les pages sont super faciles à faire, pages de vente, etc. Et l'ergonomie de la plateforme elle est quand même super sympa. Et puis après il y a le côté formation où là on s'est dit ok, maintenant on investit dans une plateforme qui correspond aux valeurs de l'entreprise et à ce qu'on veut faire, quoi. Justement, en parlant d'investissement, il y a quelque chose qui coûte très cher dans une entreprise, c'est l'URSSAF. L'URSSAF en fait partie. Oui, ça fait mal, ça pique beaucoup. Mais après, c'est comme toutes les personnes qui sont riches. Plus t'en payes, mieux ça montre que ça va. Non, par contre, un autre pôle, on va dire, investissement, c'est le recrutement. Qu'est-ce que tu peux nous partager, puisque tu disais en tout début que tu étais en train de recruter une assistante. Tu as travaillé sur tes valeurs, etc., les process. Comment ça se passe pour ton entreprise aujourd'hui en termes de recrutement, en termes de personnes? Comment tu vois les choses évoluer, tout ça? Aujourd'hui, on est 2 dans l'entreprise. C'est quoi, c'est un bras droit qui est aujourd'hui? Non, c'est bras droit, oui, quand je suis en vacances, mais c'est elle qui tient la baraque. Mais sinon, elle est mentor, marketing et customer care en gros dans notre programme.
Ok. Et elle me remplace aussi quand je suis pas là, quand il y a des urgences à gérer, elle peut gérer pour moi. J'avais une assistante, là du coup je m'en suis séparé et j'en cherche une nouvelle, un ou une assistante d'ailleurs. On va lancer le recrutement bientôt. Et j'ai une monteuse aussi qui gravite autour de ça quand j'en ai besoin. Mais pour l'instant, Parce que ça, du coup, la personne que tu dis, elle est salariée de ton entreprise ou non, pas du tout, freelance. Freelance. Et l'assistante ou assistante que tu vas recruter, freelance aussi. Quelles sont les erreurs que tu as peut-être faites ou que tu pourrais nous permettre, ou à l'audience, d'éviter et tes meilleurs conseils par rapport à ça, en fait, et comment tu vois les choses évoluer? J'ai pas encore fait toutes les erreurs, mais je pense que j'en ai fait un paquet, puisque moi, le recrutement et le management, c'est vraiment pas mon métier, et pour le coup, c'est vraiment pas un sujet dont j'ai envie de me passionner. Tu m'étonnes. Et j'ai essayé, et ça m'a fait chier quand même, pas comme le copywriting, tu vois. Donc, les erreurs que j'ai pu faire, déjà, moi, maintenant, j'ai une philosophie de moins il y a d'équipes, mieux c'est. À une époque, j'étais en mode, ouais, on va faire une grosse équipe et ça va être trop bien. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils croient qu'en recrutant plus, ils vont avoir plus de croissance. Or, en recrutant plus, ils vont avoir plus de frais. Et d'emmerde. Et le but, c'est, en gros, ils font ça pour se dire, je vais donner la responsabilité à mon équipe de faire croître ma boîte. Sauf qu'en fait, tu recrutes pour te dégager des tâches, pour que toi, tu puisses faire des actions qui font croître la boîte. Et eux, l'erreur qu'ils font, c'est ils foutent des gens à des postes, ils restent dans leur zone de génie qui va peut-être être d'accompagner les gens, tu vois, peut-être, c'est très bien. Sauf que quand tu fais ça, les gens que tu payes, ils vont pas faire croître ta boîte, en fait. Tu vas perdre de l'argent et tu vas fermer de boutique, c'est arrivé à beaucoup de gens que je connais. Ça, c'est le point de vue. Donc moi, maintenant, ma philosophie, c'est, du coup, t'es nul en management et t'as pas envie de te passionner, du coup, tu vas faire en sorte de faire le plus d'argent avec le minimum de ressources possible. Et c'est ce qu'on fait, et on est très content de pouvoir le faire. Et maintenant, les réponses au recrutement. Les erreurs que j'ai pu faire, c'est recruter sans process, en mode je prends une recommandation et finalement, les recommandations, c'est bien, mais les recommandations, ça correspond aux gens la personne qu'on te recommande correspond à la personne qui te la recommande, pas forcément à toi. Donc si tu n'as pas un process de recrutement qui vérifie ça, ne serait-ce qu'avec une fiche de mission. Ça, quand même minimum. Tu vois, ça, je l'ai fait. Ça va. Mais ça peut plus coincer. Moi, maintenant, je ne vais plus passer par le bouche à oreille. Souvent, tu fais ça parce que tu n'as pas envie de rentrer. Tu sais que tu vas rentrer dans un merdier. Tu sais que tu vas potentiellement passer pas mal de temps à voir des gens. Et c'est vrai que si tu as un process qui te permet de ne pas voir trop de gens, de bien filtrer et d'avoir, qui te permet de sélectionner finalement la meilleure personne qui va te correspondre à ce que tu as besoin, c'est ça. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et du coup, toi, tu te vois pas recruter plus que ça, parce que dans ton programme, tu me parlais de ton assistante un peu bras droit, on va dire un peu comme ça, qui est un peu multitâche. Mais du coup, tu as d'autres freelances qui interviennent, qui viennent former dans tes différents programmes, ou c'est toi Actuellement, qui dans le programme, non, c'est moi qui m'occupe de tout dans le mastermind, et je veux continuer à m'occuper de tout, justement, parce que ça ne me prend pas non plus énormément de temps par semaine, et parce que c'est aussi là que je m'amuse. Et le reste du temps, justement, je suis sur la croissance de l'entreprise, mais tu vois, ça me prend pas 30 heures par semaine. Quoi. Donc, pour faire 5 ou 20 heures par semaine, tu as vraiment identifié les tâches que tu voulais faire ou pas faire, et tu es en mode minimaliste. Quoi. Je fais que ce qui fait de l'argent, en fait. Que ce qui fait de l'argent. Et à l'accompagnement des clients, évidemment. Et c'est le seul endroit, en fait, où je vais déléguer des tâches, parce que même si c'est ce que je préfère, je peux plus facilement mettre des gens à cet endroit-là qu'aux endroits de marketing et d'éléments comme ça, où là, justement, elle m'aide. Parfois, elle fait certains coachings. On va probablement lancer un nouveau programme où c'est aussi elle qui va s'assurer des coachings. Et après, s'il y a besoin de plus, c'est là-dessus que je recruterai exclusivement. Et voilà. Parce que c'est là qu'on a le plus de besoin. En fait, moi, le marketing, il n'y a pas besoin de plus de monde de marketing, il y a besoin de plus de monde à la livraison. Ok, mais c'est aussi les choix qu'on est en train de faire. Ça roule. Quels sont les 3 meilleurs ou moins bouquins, business ou pas, que tu nous recommandes de lire? Le premier, c'est Comment se faire des amis, qui est vraiment le bouquin juste social et business et tout ce que tu veux. Je comprends pas qu'il y ait encore des entrepreneurs qui l'aient pas lu. En fait, c'est quand même un des premiers livres. C'est un des premiers livres que j'ai lu en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment la base, le fondement. Donc c'est celui-là. Le deuxième, c'est Breakthrough Advertising, avec mon accent, qui est un livre de Eugene Schwartz, qui est la bible de la vente, en fait, un petit peu de copywriting et de la vente. En gros, savoir comment faire du marketing. La recette, elle est dans ce livre. Alors, c'est un livre qui coûte cher, puisqu'il se trouve sur Internet. Attention,
pour les gens qui le cherchent, ne l'achetez pas sur Amazon, ne l'achetez pas sur les sites de revente, achetez-le sur un site qui doit s'appeler genre Breakthrough Advertising Book ou quelque chose comme ça. Ou peut-être lié à un site qui s'appelle Titans of Marketing. C'est eux qui ont les droits de revendre ce livre et personne d'autre. Et eux, ils vont te le vendre à 100 balles. Effectivement, c'est cher pour un livre, mais les autres, ils vont te le revendre à 700. Et, ah oui, quand même. D'accord. Ok. Et pour moi, c'est un livre génial à avoir. Et au pire, tu cherches une version PDF sur Internet et tu peux trouver des résumés aussi du bouquin, mais c'est bien de lire le vrai. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième livre, je pense que je te l'avais dit en amont et j'ai oublié moi ce que ça pouvait bien être. Il y avait un LOL, souviens-toi après. LOL, ah oui, c'était Postadem. C'était vraiment pour faire de la pub pour Charlotte. Allez, une petite pub pour Charlotte, oui. Non, mais après, je ne l'ai pas lu par contre ce livre-là. Moi non plus. J'ai lu le premier chapitre. C'est bien si tu nous le conseilles alors. Mais Postadem pour faire de la pub à Charlotte. Par rapport à ton entreprise ou perso, quelles sont les super actus ou dernières super actus que tu as envie de nous partager? D'ici la fin d'année, moi, l'actu, c'est le mastermind toujours. Je prends toujours des gens dedans et c'est ça, tout mon focus. Et ça, c'est l'actu du moment. Ce sera toujours l'actu dans 6 mois. Ce sera toujours l'actu dans 1 an. Et voilà. Alright. Eh ben écoute, on arrive à la fin de l'interview, mais il y a un truc qu'on aime faire avec Ornella chez Press Effect, tu le sais peut-être, enfin t'en as eu un aperçu, c'est de jouer. Oui. Et du coup, est-ce que ça te dit qu'on termine cette interview par un petit jeu? Ok. Alors l'idée, c'est un jeu de rapidité sur des questions un peu what the fuck. Et l'idée, c'est que tu y répondes le plus vite possible. Hein. Donc tu débranches le cerveau. Ok. Voilà, je pense que ça devrait être possible. C'est très dur de faire ça. Allez, tu vas pouvoir débrancher le cerveau. Eh ben écoute, tu t'imagines qu'il y a une horloge qui tourne, qui fait clic, 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 clic. En plus, ça tombe bien parce qu'on doit aller au resto après, donc elle tourne vraiment en fait. Donc c'est parti? Ok, c'est parti. Allez, go. Je me prépare. T'es plutôt couche-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Un seul personnage de Zelda pour être ton partenaire de business, qui choisirais-tu? Et en un mot, pourquoi? Zelda, parce qu'elle est vachement intelligente. Ok, mais laquelle? Ah, c'est Zelda. C'est Zelda la princesse, ouais. Allez, ça marche. Si tu devais choisir... Laquelle? Hyper informée sur Zelda, hyper. Je connais le graphisme. Si tu devais choisir parmi ces 2 super pouvoirs, lequel tu choisis? Soit lire dans les pensées de tes clients ou écrire à la vitesse de la lumière? La première. Lire dans les pensées de tes clients. Quel est le goût de popcorn le plus bizarre que tu aimerais essayer? Par exemple, saveur pizza, chocolat piment. Quel est le goût le plus bizarre qui te vient à l'esprit? Comté, ouais. Les popcorn de Comté. Allez, ça marche. Ça doit être bon en plus. Ouais. Tu ne peux faire qu'un speed test. Tu le fais sur un titre ou sur un appel à l'action? Sur un titre. Entre Dark Vador et Yoda, lequel serait le meilleur coach en marketing selon toi? Et en un mot, pourquoi? Dark Vador, parce que c'est quand même beaucoup plus shady que Yoda, qui veut quand même être sage et faire des gentilles choses, quoi. Ouais. Il pousserait plus à l'action. Yoda, il dirait écoute, voilà les options, fais ce que tu veux. Dark Vador, il dirait bon, on va mettre un peu d'urgence quand même. Il pensait, tu vas faire. Quel est le conseil le plus étrange que tu aies reçu en tant qu'entrepreneur? Je l'ai oublié, du coup. Le plus étrange conseil que j'ai reçu en tant qu'entrepreneur. C'est pas étrange, mais c'est vrai. Pense moins. Ok, mais qui t'est utile du coup. Ouais, qui est utile celui-là. Pense moins. Pense moins. La première fois qu'on me l'a dit, j'ai trouvé quoi? Et après j'ai compris. Parce qu'il me semblait que c'était mon boulot de faire ça en fait. Si tu pouvais organiser une séance de muscu avec un personnage de film, qui choisirais-tu et quel exercice vous feriez ensemble? Une séance de muscu avec un personnage de film, ce serait avec n'importe quel personnage de Dwayne Johnson. Ok. Et on ferait du squat. Allez, des squats. Imagine que tu dois écrire un email de vente pour un produit totalement absurde, comme un doudou pour entrepreneurs stressés. Comment commencerais-tu cet email pour captiver ton audience? Ou, plus facile, quel serait son titre? Quel serait son titre? Stressé, point d'interrogation. Voilà. Il y a le doudou. Non, ça c'est juste le titre. Et après j'enchaînerai. Si aujourd'hui t'es stressé et que tu vis peut-être telle situation, que ça impacte d'ailleurs un petit peu tes nuits, que le matin tu te réveilles pas très très bien, que le soir tu as cette angoisse, alors est-ce que tu savais que un contact physique avec quelque chose avec une matière particulière permet de diminuer ce stress? C'est ce qu'on a remarqué chez les enfants, par exemple, en bas âge, où tout stress
qui étaient créés chez eux quand on leur donnait finalement un doudou dans un tissu particulier, celui dont je vais vous parler. Eh ben merci PB. Merci à toi. Super interview. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir partagé tous ces super conseils qu'on va appliquer. Avec plaisir. Vous qui avez suivi cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois, eh bien rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir de lire avec Cornella.